Mes chers amis, merci Madame la Présidente. Eh bien, je reprends ma casquette d'allergologue cet après-midi. Ce matin, c'était le professeur Zmirli, ORL, qui vous parlait d'allergènes. Moi, en tant qu'allergologue, qui vous parlait de rhinite non allergique. Et là, on reprend le rythme normal des choses. Donc, je vais vous parler d'un sujet qui est aujourd'hui au cœur des débats au niveau des allergologues, parce que peut-on faire pour les enfants et même les plus grands allergiques aux aliments? Faut-il seulement se contenter de leur dire « continuez à faire de l'éviction », même si on leur dit aujourd'hui l'éviction ne doit pas être stricte, pour faciliter la tolérance? Est-ce que c'est la seule option? Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, on va avoir d'autres options possibles. Je vais me décaler un peu. Pourquoi faire de l'immunothérapie allergénique aux aliments? Alors, c'est un sujet qui va intéresser davantage les allergologues, les pédiatres, je pense. Pourquoi? D'abord parce que l'allergie alimentaire, c'est quand même quelque chose dont la prévalence est assez préoccupante, aussi bien chez l'enfant, en particulier d'ailleurs chez l'enfant, mais aussi chez l'adulte, parce qu'il en reste quand même 3 à 5%, donc d'allergies persistantes à l'âge adulte alimentaire. Deuxièmement, le problème des anaphylaxies. En ce moment, les statistiques sont toutes d'accord pour dire dans le monde entier les anaphylaxies augmentent, et en particulier aux aliments. Et je vous ai cité ici quelques références. Multiplication par 6 des admissions aux urgences en 10 ans au Royaume-Uni. La proportion des anaphylaxies alimentaires dans les étiologies alimentaires dans les anaphylaxies représente au minimum quelque chose qui est entre 6 et 20%. Et si on s'adresse à l'enfant, eh bien, comme il y a peu d'allergies médicamenteuses, comme le soulignait à l'instant le professeur Benhalla, eh bien, c'est surtout les aliments qui sont responsables d'anaphylaxie chez l'enfant et le nourrisson. Et cela est malheureusement de temps en temps responsable d'accidents graves, fatals, puisqu'on estime entre 0,1 à 0,3 cas donc de décès par million d'habitants. Il y a même des statistiques qui ont été jusqu'à dire que ça peut arriver jusqu'à 1 décès par million d'habitants. Ce qui est donc pas mal. Est-ce que l'éviction est la seule alternative? Eh bien, nous allons voir qu'on peut proposer autre chose. Je voudrais juste, au préalable, vous rappeler très brièvement comment s'établit la tolérance aux aliments. Eh bien, entre autres, l'allaitement maternel. Pourquoi l'OMS le conseille? Parce que c'est un moyen aussi de préparer l'enfant à manger ce que sa mère consomme. Et dans ce joli travail, vous voyez ici, après avoir mangé de l'œuf, eh bien, on retrouve de l'ovalbumine 1 à 6 heures après dans le lait de la mère. Donc, on retrouve tout ce qu'on mange, et pas que des allergènes alimentaires, on retrouve même des allergènes que la maman inhale, comme les allergènes d'acariens, etc. Donc, ça prépare le nourrisson à développer une tolérance. Ceci a été bien étudié par une de nos collègues d'origine belge, qui a travaillé en France, et vient d'apprendre qu'elle est en ce moment même partie en Australie rejoindre une équipe de recherche. C'est Valérie Verhasselt, à qui je dois cette belle diapositive, qui explique comment donc se fait la tolérance vis-à-vis des allergènes lorsque il y a un processing qui se fait, et donc ça passe dans le lait maternel, et d'autres facteurs interviennent comme le TGF-bêta, mais probablement aussi le rôle de la vitamine A aujourd'hui est de plus en plus mis en avant, et des IgA anti-allergènes qui vont faciliter donc l'acquisition de la tolérance chez le nourrisson qui est nourri au sein. D'autres données récentes, et j'ai pris celle-là parce qu'on en parle beaucoup, elle commence à dater, c'est 2008, Georges Dutoit, qui a été comparé en fonction donc du moment d'introduction de l'arachide chez les nourrissons. Eh bien, à gauche, vous voyez en bleu clair, en Angleterre, on ne donne pas d'arachide aux nourrissons, alors qu'en Israël,
les enfants entre 8 et 14 mois, on leur commence déjà à leur donner de la cacahuète sous différentes formes, eh bien, ils consomment en moyenne jusqu'à 7 grammes, comme vous pouvez voir ici, donc d'arachide par mois. Et regardez le pourcentage d'enfants qui devient allergique à l'arachide. À gauche, en bleu ciel, vous avez 1,85% en Angleterre, et de l'autre côté, seulement 0,17% chez les enfants chez lesquels l'arachide a été introduit très tôt. Donc une introduction précoce est synonyme aussi de tolérance. À partir de là, comment va-t-on établir les indications de cette immunothérapie? Parce qu'on va parler d'immunothérapie. Habituellement, on parle d'immunothérapie aux pneumallergènes. Et là, on parle d'immunothérapie avec des aliments. L'allergie alimentaire persistante, mais il va falloir définir à partir de quel âge on décide qu'elle est persistante. Et là, tout le monde n'est pas d'accord, parce qu'il y a des personnes, il y a des équipes qui commencent l'immunothérapie, par exemple, au lait, chez des enfants qui ont 2 ans, parce qu'ils disent que c'est un aliment important, etc. Ils vont avoir des résultats, bien entendu. Mais on sait qu'entre 2 ans et 6 ans, il y a beaucoup de tolérances naturelles qui vont se faire. Est-ce que c'est l'intervention médicale ou est-ce que c'est simplement l'évolution naturelle qui a fait ça? Difficile à dire. Donc l'âge à partir duquel il faut commencer cette immunothérapie aux aliments n'est pas quelque chose de clair aujourd'hui. Eh bien, on le fait parce qu'il y a aussi un risque d'accident allergique. Il y a une altération de la qualité de vie chez ces patients et on ne peut pas les laisser vivre avec une épée de Damoclès sur la tête au risque de faire un accident fatal. Des risques de troubles de comportement alimentaire chez les enfants qui ensuite développent un dégoût toute leur vie de l'aliment et ils sont, voilà, et quand c'est un aliment ça va, mais quand vous en avez 2 ou 3, ça devient compliqué. Alors, cette année, très riche, hein, comme beaucoup de... On a eu très récemment, comme vous pouvez voir ici, le 21 septembre 2017, la publication par le groupe de l'EACI de guidelines qui vont permettre, qui ont essayé de dire quel est l'état de l'art aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut recommander aux allergologues qui souhaitent se lancer pour faire l'immunothérapie aux aliments. C'est un papier de 17 pages que vous pouvez lire. Malheureusement, il n'est pas en accès libre, mais vous pouvez le retrouver sur le site de l'ACI. De quoi s'agit-il, l'ITO aux aliments? Enfin, l'immunothérapie orale. On va commencer par le premier cercle en bleu ciel, ITO, immunothérapie par voie orale aux aliments. Et ensuite, je vous parlerai des suivants. Aujourd'hui, il y a des sociétés qui commencent à s'intéresser à cela et je vous parlerai tout à l'heure des études de Immune Thérapeutique, qui est une start-up américaine qui est en train de monter et qui aujourd'hui travaille sur l'arachide. On attend les résultats de la phase 3 dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais il faut savoir que la première étude d'immunothérapie par voie orale aux aliments, ça remonte à 1908. Donc c'est quand même très ancien. Je vous ai, manque de temps, pas mis l'évolution des publications. En 1970, on était à peu près 4 à 5 publications par an dans les années 70. 90, on est passé à un chiffre de l'ordre d'une vingtaine de publications par an. Et en 2017, on est à plus de 185 publications juste pour cette année. Aujourd'hui, on totalise plus de 1800 publications sur le sujet. Il y a une méta-analyse qui vient d'être publiée également en 2017, cette année dans le JACI. La deuxième façon de faire de l'immunothérapie aux aliments, c'est la voie sublinguale que l'on connaît pour les pneumallergènes. C'est-à-dire on va mettre l'aliment sous la langue, on va le garder 2 minutes, et puis ensuite on va l'avaler, et on va faire des progressions des doses, et ensuite un traitement d'entretien. Eh bien, là aussi, ça s'est fait pour le lait, ça s'est fait pour d'autres aliments, comme pour la pomme, notamment chez l'adulte, les allergies à la pomme. Et les Espagnols, l'équipe de Fernandez Rivas, l'a fait également pour un allergène assez dangereux qui est PRUP3, qui donne des anaphylaxies. Et il y a en ce moment, à l'hôpital John Hopkins à New York, une étude qui est en cours avec un film adhésif qui contient des protéines d'arachide
que l'on met dans la bouche et qui va être un peu mucoadhésive. Ce sont des formulations mucoadhésives pour garder plus longtemps l'allergène au niveau de la bouche, pour stimuler davantage les cellules dendritiques et entraîner donc ainsi de la tolérance. Quelque chose qui a été développé en France, c'est l'équipe donc de Christophe Dupont, Dr Benamou également. DBV Technologies, pour ceux qui la connaissent, c'est ceux qui faisaient les patchs au lait, le fameux Dialertest qui a disparu l'année dernière. Le Dialertest, donc c'était du lait pour faire du diagnostic d'allergie non IgE-dépendante retardée aux protéines de lait, eh bien ils sont aperçus, par ailleurs, qu'en mettant des patchs avec de l'arachide, eh bien on pouvait modifier la réactivité et obtenir de la tolérance. Et puis, l'injectable. L'injectable, il y a eu quelque chose qui s'est fait dans la fin des années 90, début 2000, et qui s'est arrêté net parce qu'il y a eu un décès dans une étude clinique. Il y a eu un mort. Donc tout est arrêté, et puis on voit en ce moment un retour de l'immunothérapie par voie injectable aux aliments avec nos amis hollandais. Le laboratoire HAL a actuellement un protocole donc de désensibilisation par voie injectable avec des antigènes d'arachide. Et il y a eu, et on a eu les résultats, on a pris connaissance des résultats le 1er décembre dernier au SICBA, cette étude FAST qui a duré 9 ans en Europe avec un allergène recombinant de poisson, de carpe, donc c'est la parvalbumine de carpe, et malheureusement, l'étude est strictement négative. Aucune différence par rapport au placebo. Alors comment ça marche? Quand on fait de l'ITO, l'immunothérapie par voie orale, on veut induire une tolérance par voie orale à faible dose, on augmente progressivement les doses, ensuite on passe à une dose d'entretien jusqu'à obtenir une tolérance, et puis ensuite on va essayer de la maintenir. Eh bien, quand on fait de la voie sublinguale, c'est comme pour les pneumallergènes, pareil. Donc, on va induire une tolérance, donc ces fameux Treg par les cellules dendritiques. Par voie sublinguale, on augmente progressivement les doses, et puis par la suite, on essaie de faire une maintenance en donnant au patient une dose constante de l'aliment qu'il va continuer à prendre. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on commence, et puis après, à un moment donné, il va falloir que, si on veut acquérir véritablement une tolérance, eh bien, il faut quand même que l'aliment soit consommé par la suite, et il faut que la personne, à quel moment est-ce qu'il faut arrêter l'ITO? Est-ce qu'on considère qu'il est réellement devenu tolérant? Donc, on rediscutera de cela dans la conclusion. Avec quel type d'aliment on va travailler? Bien, aujourd'hui, soit on travaille avec de l'aliment natif, ça peut être du lait, ça peut être du lait cuit, ça peut être un extrait total donc de l'aliment. Alors pour les pommes, on broie des pommes, etc. Pour le kiwi, ça s'est fait également. On travaille avec de la farine d'arachide. Les protéines purifiées, comme les Espagnols l'ont fait avec du PruP3. On peut travailler avec des protéines recombinantes, comme les protéines recombinantes de poisson ici, ou du recombinant de pommes, comme ça a été fait également dans une étude espagnole. Par contre, je rejoins ce que disait mon ami Guy Tropper tout à l'heure, ça va poser de nouveaux problèmes parce qu'on n'a pas de standardisation aujourd'hui de ces aliments qui vont servir à la désensibilisation de nos patients. Alors pour le lait, je vais commencer par une constatation d'abord. On a constaté, et ça date de quelques années, mais regardez ce beau travail de 2011 qui constate que la majorité des enfants qui sont une allergie au lait persistante, eh bien, ils peuvent tolérer jusqu'à 70% du lait cuit au four. Alors, ils ont pris comme modèle le fameux muffins qui est là-bas, en haut, ce gâteau, donc, qui contient du lait. Un muffin, ça contient 1,3 g de protéines de lait. Et de lait de vache cuit. Alors, il est cuit pendant 30 minutes au moins, à 180 degrés, ce qui va permettre de dénaturer un petit peu certaines protéines. Quoi qu'on vient d'apprendre la semaine dernière, il y a 10 jours de ça, que la matrice farine pétrit le lait, eh bien ça peut entraîner une protection et finalement peut-être pas si facile que ça, les effets matriciels. Bon, toujours est-il, on ne va pas rentrer dans les détails, on va demander donc l'ingestion régulière à ces enfants
de quantité donc, de gâteaux cuits au four ou d'équivalent. Donc au début, donc, on augmente la dose, et puis ensuite, il faut que cet enfant puisse consommer des aliments cuits au four qui contiennent du fromage, donc du dérivé du lait, régulièrement. Eh bien ça, c'est quelque chose qui existe déjà, c'est l'induction de tolérance que nous pratiquons dans nos cabinets sans que l'on dise que l'on fasse de la désensibilisation. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de réintroduire le lait progressivement sans avoir à faire des TPO à l'hôpital. Regardez ce qui se passe, l'acquisition de la tolérance au lait de vache en rouge chez les enfants qui tolèrent le lait cuit dans les muffins. Eh bien, plus le temps passe et plus on a un pourcentage élevé d'enfants qui tolèrent. Et à 60 mois, regardez le nombre d'enfants qui tolèrent le lait non cuit qui augmente. Chez les non-tolérants, comment on fait? Alors là, ce sont ceux qui tolèrent le lait cuit. Mais ceux chez lesquels vous faites un TPO avec des muffins et qui réagissent au quart de muffins, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, dans ces cas-là, voici une étude qui a été publiée en 2015 où on a fait donc le TPO lait cuit, une ITO, pardon, une induction de tolérance par voie orale au lait cuit chez un groupe d'enfants, très limité malheureusement cette étude, il n'y a eu que 14 enfants, 3 ont seulement sur 14 ont atteint l'objectif de la tolérance de 1,3 g, c'est-à-dire consommer un muffins entier par jour. Sur les autres qui restaient, les 11 patients, 8 ont eu des effets indésirables, réaction IgE-dépendante. On a eu recours à l'adrénaline 3 fois sur ces 8 cas, ce qui est quand même beaucoup. Et puis, il y a eu 3 abandons parce qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout, ils ont arrêté. Finalement, par contre, quand on regarde leur seuil, même ceux qui n'ont pas été jusqu'au bout, on a quand même réussi à augmenter leur seuil de tolérance au lait cuit dans les TPO. Donc, on fait quand même quelque chose, même si on n'aboutit pas toujours. Donc, c'est difficile dans certaines formes. Donc, les enfants qui ne tolèrent pas le lait cuit, on va dire que c'est un phénotype qui est un peu difficile à changer par rapport au phénotype des enfants qui tolèrent le lait cuit et chez lequel l'induction de tolérance est beaucoup plus facile. En pratique, comment il faut faire? Eh bien, d'abord, il faut expliquer aux parents, il faut expliquer aux patients qu'est-ce qu'on va faire. On fait d'abord un TPO pour déterminer le seuil. Ensuite, on lui explique... Alors, les progressions peuvent être faites à l'hôpital et puis ensuite à domicile. Donc, on peut reconvoquer le patient plusieurs fois pour faire des phases de progression et puis ensuite, les phases de maintenance peuvent être faites à domicile. On peut aussi tout faire à domicile. Moi, j'ai commencé à en faire quelques-unes ces dernières années, ITO à l'arachide, à domicile, mais bien entendu, avec beaucoup de précautions. Je ne mets pas ça entre n'importe quel enfant, chez n'importe quelle famille, parce qu'il faut qu'il y ait une bonne coopération. Il faut qu'il y ait une trousse d'urgence, il faut donner des explications, il faut faire un courrier pour les urgences si jamais l'enfant, j'ai eu un enfant qui a fait de l'asthme, qui a redéveloppé de l'asthme, et qui s'est présenté un jour avec une crise d'asthme aux urgences. Donc il faut leur faire un papier quand ils vont aux urgences pour qu'ils soient pris en priorité et qu'on sache qu'est-ce qu'ils ont. Et puis il faut faire des évaluations régulières en convoquant les patients pour suivre l'évolution. Alors, voici le type de papier que je donne qui se trouve à droite, donc d'information. Il faut expliquer les objectifs, comment se déroule l'ITO, qu'il y a des prises régulières, qu'il faut les faire à des heures régulières de préférence, à distance des activités physiques, parce que les activités physiques sont souvent la cause d'effets indésirables. Il faut éviter de prendre des anti-inflammatoires et il faut diminuer la dose si l'enfant est malade, s'il y a une fièvre ou enfin, une gastro-entérite, s'il en arrache une dent, etc., etc. Si jamais il y a de l'asthme, il faut arrêter immédiatement. Et bien entendu, il faut donner donc la trousse d'urgence et il faut être en contact téléphonique avec le patient ou ses parents. Et bien entendu, vous leur dites, si vous ne voulez pas faire ça, vous avez l'éviction. Toujours l'alternative, c'est l'éviction et vous continuez à faire l'éviction. Alors, pour faire les TPO, vous avez des recommandations. Alors, si juste vous citer cet article de 2006, qui est ancien, mais qui est toujours valable.
comment déterminer donc le seuil de réactogène donc d'un aliment. Mais attention, même avec les TPO, même quand c'est fait en milieu hospitalier, regardez cet été ce qui s'est passé aux États-Unis. Un enfant de 3 ans est décédé au cours d'un TPO dans un hôpital avec un muffins, donc du lait cuit, c'était même pas du lait cru. Voilà. Et le 4 août, l'Académie américaine, l'Académie canadienne et d'autres ont fait une déclaration commune pour rappeler les mesures très strictes qui doivent encadrer les TPO qui doivent être faits dans les structures hospitalières, y compris dans les structures hospitalières. Au lait de vache, en pratique, à quel âge on doit le faire? Je vous disais tout à l'heure, est-ce que c'est 2 ans ou est-ce qu'il faut attendre 6 ans? Personnellement, je pense, moi personnellement, j'attends au moins l'âge de 5-6 ans pour commencer les ITO au lait. Parce que j'attends toujours qu'il y ait peut-être une acquisition naturelle de la tolérance. Si l'enfant a de l'asthme, il faut qu'il soit bien contrôlé avant de démarrer. On peut donc faire le TPO en HDJ pour déterminer le seuil de réactivité, et puis on contrôle bien sûr les IgE spécifiques de ces patients, notamment pour la caséine, et ensuite on refait donc le TPO 6 à 12 mois après. Voici un exemple de progression de dose pour du lait en millilitres. Alors ça, c'était pour de l'ITO pour des patients très sensibles, et vous avez un protocole plus rapide pour des patients un peu moins sensibles. Mais les protocoles, ce n'est pas important, il y en a beaucoup, et chacun fait sa sauce, si je puis dire, aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de standardisation aujourd'hui de ces protocoles. Et ensuite, voici les traitements d'entretien, comment ils peuvent se faire. Mais ce ne sont que des exemples, il y en a d'une multitude. Ce qu'il faut apprendre au patient et à son entourage, c'est les équivalences, par exemple pour le lait. Eh bien, si vous consommez tel ou tel aliment, ça contient combien de millilitres de lait, combien de protéines de lait. C'est très important pour la phase d'entretien. De la même façon, il faut connaître ces équivalences pour les aliments courants. Il faut savoir qu'une demi-plaquette de beurre, eh bien, c'est l'équivalent d'1 millilitre de lait. Et qu'un tiers de pain au lait, ça représente l'équivalent d'1 millilitre de lait, et ainsi de suite. Ça permet ensuite de passer à des aliments en équivalent pour l'entretien. L'arachide. Je vais vous parler de l'arachide, et puis on s'arrête là, parce qu'on ne pourra pas faire tous les aliments. Pour les cas sévères seulement, parce que l'arachide, c'est quand même celle qui donne le plus d'anaphylaxie et le plus de décès dans le monde. De préférence à partir de l'âge de 5-6 ans. Plusieurs protocoles sont publiés aujourd'hui. Il faut effectuer donc le bilan de la sensibilisation et céder des allergènes moléculaires quand on fait ce bilan. Le TPO permet de déterminer le seuil de réactivité. Et puis, cette ITO, aujourd'hui, elle va durer au moins 12 mois, voire 24 mois, pour arriver donc à un traitement d'entretien. Je vous ai parlé tout à l'heure d'Immune Thérapeutique, cette start-up américaine, qui a développé des capsules que vous voyez ici, qui contiennent des quantités prépesées, entre guillemets standardisées chez eux, de protéines d'arachide, enfin de poudre d'arachide. Et au moment donc d'utiliser, on ouvre la capsule, on la met dans un espèce de petit yaourt que l'on avale tous les matins. Alors on fait une progression de dose à l'hôpital, par exemple, c'est ce que vous voyez ici à gauche. Et puis ensuite, le patient sort et continue la dose d'entretien chez lui, puis revient ensuite pour faire ce qu'on appelle des montées de dose progressives. Et aujourd'hui, il y a eu pour cette société, pour ce procédé d'immunothérapie par voie orale à l'arachide, une étude que je vais vous montrer ici, une phase 2 qui a bien fonctionné, qui a été faite chez 55 sujets. Donc AR101, c'est le traitement avec l'arachide, et 26 placebos. L'analyse en intention de traiter a montré, et je vais vous montrer à côté les résultats. Voilà, ça marche très bien, c'est-à-dire que sur les 29 patients qui étaient sous immunothérapie à l'arachide, il y en a eu 23 qui ont toléré 443 mg, alors qu'au départ, ils étaient aux alentours de 140 mg, pas seulement. Et sur les 29, il y en a eu 18 qui ont toléré jusqu'à 1 g d'arachide à la fin donc, de cette période de traitement de 12 mois.
Et quand on regarde les patients per protocole, c'est-à-dire ceux qui ont été jusqu'au bout, qui ont bien respecté le protocole, eh bien quasiment 100% ont atteint la dose de 443 mg d'arachide. Donc, les phases 2, attention, ça marche toujours bien. Quand on arrive à la phase 3, c'est là que ça se gâte. Et donc, pour l'instant, ils ont prévu l'annonce des résultats en novembre, et nous sommes le 16 décembre, on n'a toujours pas les résultats de la phase 3. On attend. De la même façon, il y a une société qui s'appelle DBV Technologies, qui a... Non, pardon, là je suis toujours sur Immune. La phase 3, c'est celle-là dont on attend les résultats, donc je vous la passe rapidement parce qu'on attend les résultats, on pourra en reparler ultérieurement. Voilà. Ils ont une autre phase, Artemis, avec une dose différente. Alors, je vais vous parler, pour terminer, de l'EPIT, c'est-à-dire ce nouveau traitement avec des patchs autocollants qui contiennent de la poudre d'arachide que l'on va coller tous les jours sur le dos des enfants allergiques à l'arachide pour essayer de les désensibiliser, comme on faisait le Dialertès autrefois, pareil. Donc cette chambre en téflon contient cette poudre qui est collée dessus, et puis vous avez un adhésif qui vous permet de retirer. Les effets indésirables, c'est surtout le développement d'une petite irritation et de l'eczéma à l'endroit où on pose le patch. Alors, les études chez l'animal ont montré, regardez, avec de l'ovalbumine, vous voyez, l'ovalbumine se fixe à la peau et ensuite elle est entraînée, et ça entraîne par la suite un phénomène, donc finalement, de tolérance par ce biais-là. Ça a été bien étudié chez la souris, donc voilà, on a rasé des souris, on leur a mis des patchs. Ça, c'était la phase préclinique. Et on a montré dans cette phase préclinique que ça permettait de faire baisser les IgE spécifiques contre l'ovalbumine, ça permettait de faire augmenter les IgG1 et les IgG2A contre l'ovalbumine. Donc, on passe d'un système TH2 vers un système TH1, donc on favorise la tolérance. Alors, c'est très bien, ça marche bien quand on est en phase 2, mais le problème, c'est que la phase 3, on vient d'avoir ces résultats très récemment. Regardez, ça date du 20 octobre 2017. L'étude phase 3 multicentrique, 31 centres, vous voyez les nombres de centres. L'objectif principal, efficacité et tolérance de Viaskin Peanut. Viaskin, c'est le nom du patch, il s'appelle Viaskin. Avec 250 microgrammes de cacahuètes d'arachide, de protéines d'arachide dessus, pendant 12 mois chez 356 enfants de 4 à 11 ans. Le problème, c'est que bien que les résultats soient bons, ils ne remplissent pas l'objectif qui a été déterminé, l'objectif principal de l'étude. Et quand vous ne remplissez pas l'objectif principal, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Regardez la différence entre les taux de réponse. On était 21,7 versus... entre les taux de réponse, voilà, 35% dans le groupe répondant Viaskin et 13% dans le bras placebo, parce que le problème, c'est qu'il y a toujours des enfants placebo qui guérissent de leur allergie à l'arachide et qui tolèrent cette quantité. Et la différence, bien qu'elle soit significative, oh pardon, j'ai pas de pointeur, j'oublie toujours que j'ai pas de pointeur, bien que la différence soit significative à P0001, elle commence à 12,4, or il s'était fixé de ne pas sortir de 15 à 30% en intervalle de confiance. Et juste ça, juste ce point-là, ça fait que ce que vous voyez là en dessous, c'est le cours de l'action de la société DBV qui a dévissé de 82 €. Le lendemain, elle s'est retrouvée à 46 € et quelques semaines après, elle est à 38 €. Voilà. Donc pour vous dire que c'est quand même difficile. À long terme, le problème, c'est que est-ce qu'on va obtenir réellement une tolérance? Parce qu'aujourd'hui, les études, qu'est-ce qu'elles démontrent? Elles démontrent que l'on peut augmenter le seuil de réactivité de l'enfant ou du patient allergique, et donc ça va diminuer le risque en cas de consommation accidentelle. Ces études ne démontrent pas, encore aujourd'hui, la persistance à long terme et la tolérance à long terme de l'aliment. Alors, la seule étude qui s'est intéressée à la tolérance à long terme, c'est Nestlé qui est derrière. Il faut savoir que les sociétés qui vendent des aliments, comme Danone, Nestlé, bien entendu, sont très intéressées par ce type de développement. D'ailleurs,
le Dialertest a été racheté par Nestlé. Et ils vont revenir sur le marché en 2021 avec le Dialertest. Et donc, c'est une étude qui a regardé, est-ce que si on rajoute un probiotique, est-ce qu'on améliore la tolérance, l'induction de tolérance ou l'immunothérapie par voie orale? Eh bien, ça a été fait et les enfants étaient suivis pendant 4 ans. Le problème, c'est qu'après 4 ans, 16 sur 24 tolèrent toujours l'arachide, versus 1 sur 24 dans le groupe placebo, mais ça veut dire que 8 ont perdu leur tolérance. Donc, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est les patients, soit ils arrêtent parce qu'ils n'aiment pas le goût de l'arachide, parce qu'ils ont des problèmes, comment dirais-je, d'effets indésirables. Les enfants qui arrêtent parce que le lait, ça les pique dans la bouche, ils n'aiment pas, etc. Ça fait syndrome oral. Donc tout cela fait qu'il y a des échecs et des arrêts d'immunothérapie, et donc il n'y a pas une tolérance qui est durable qui s'installe. On a eu le cas qui a été signalé la semaine dernière d'un étudiant en médecine allergique à l'arachide qui a suivi un protocole de désensibilisation, qui est arrivé à consommer jusqu'à 5 grammes tous les jours d'arachide, donc c'était très bien. Il est monté un petit peu plus après. Et puis un jour, il fallait qu'il continue à manger des cacahuètes sans arrêt. Un jour, il était un peu déprimé. Il est tombé sur un paquet de cacahuètes. Il a mangé tout le paquet. Il s'est retrouvé en anaphylaxie aux urgences. Donc vous voyez la tolérance jusqu'à un certain seuil, mais elle n'est pas complète et définitive. Voilà, je vous remercie pour votre attention.